Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. C'est votre mise à jour Stylo News. Aujourd'hui, on se penche sur les dynamiques complexes qui sont en train de redessiner l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. On va parler des réseaux de narcose, d'élections absolument cruciales et des jeux de pouvoir. Car oui, la région est clairement à un tournant. Avant de plonger dans le vif du sujet, un mot sur ProWave AI qui rend cette analyse possible. Leurs outils, Stylo Interlopes et Stylo News, sont conçus pour transformer le flot continu d'informations en renseignements clairs et précis. C'est essentiel pour y voir plus clair dans le monde complexe d'aujourd'hui. Alors, entrons dans le concret. Ce qui se joue en ce moment, c'est l'interaction, voire la collision entre trois forces majeures. D'un côté, des réseaux de trafiquants qui s'adaptent sans cesse. De l'autre, des basculements politiques importants. Et pour compléter le tableau, une politique étrangère américaine de plus en plus directe. Pour bien comprendre, commençons par une vue d'ensemble. Cette carte nous montre ce qu'on pourrait appeler une véritable autoroute de la drogue. La production, elle, est concentrée dans le sud, principalement en Colombie et dans le bassin amazonien, et de là, tout remonte vers le nord, via des corridors de transit, en direction des États-Unis. C'est en somme la géographie de base de ce trafic. Et l'Amérique centrale dans tout ça ? Eh bien, c'est le pont logistique. Il faut l'imaginer comme une immense zone de transit où les cargaisons sont stockées, parfois reconditionnées, avant de faire la dernière étape du voyage. Des pays comme le Guatemala ou l'Honduras sont devenus des plaques tournantes absolument incontournables. Plus au sud, on trouve vraiment le cœur de la machine. La Colombie, l'Équateur, les zones les plus reculées de l'Amazonie, c'est là que la coca est cultivée, puis transformée. Et attention, la marchandise ne part pas seulement vers le nord. De là, elle inonde aussi les marchés du monde entier. Bien ça, c'est la vue d'ensemble. Maintenant, allons voir de plus près, sur le terrain. Comment est-ce que ces réseaux fonctionnent au quotidien, concrètement ? Un exemple intéressant nous vient du Costa Rica. Des rapports assez récents font état de la découverte de pistes d'atterrissage clandestines. Et on ne parle pas de quelque chose d'artisanal, non. On parle de véritables petites infrastructures, ce qui démontre une organisation logistique vraiment poussée, capable d'exploiter les zones les plus isolées du pays. Au Guatemala, la situation est encore plus tendue. Il semblerait que les cartels mexicains montent en gamme, technologiquement parlant. Ils utiliseraient maintenant des drones, que ce soit pour de la surveillance ou même pour des attaques. Et cette modernisation, elle s'accompagne d'une flambée de violence de la part des sicarios, les tueurs à gages des cartels. Et puis il y a la Colombie, qui reste sans doute le cas le plus complexe. Il faut oublier l'image d'un seul grand cartel façon cinéma. La réalité, c'est une mosaïque de groupes armés. On parle des dissidents des FARC, de l'ELN, du clan del Golfo, qui se disputent le contrôle de chaque parcelle de territoire et de chaque route. Mais attention, il ne faut pas voir ce trafic uniquement comme une affaire criminelle. Il est en fait profondément politique. Et c'est un moteur d'instabilité pour toute la région. Cette phrase du président colombien, Gustavo Petro, a fait l'effet d'une petite bombe diplomatique. C'est une mise en garde très claire. Il dit en substance que la pression américaine pourrait bien avoir l'effet inverse de celui escompté et finir par unir les dirigeants de la région, mais contre Washington. La tension est donc à son comble. D'ailleurs, si l'on regarde la carte politique, chaque pays fait face à des défis énormes. Le Venezuela est en pleine et délicate transition. Le Pérou et la Colombie sont dans des cycles électoraux qui pourraient absolument tout changer. Et le Mexique, lui, subit une forte pression des États-Unis pour réformer en profondeur ses forces de sécurité et son système judiciaire. Alors, face à ce tableau pour le moins complexe, comment les États-Unis réagissent-ils ? Eh bien, ils ont opté pour une nouvelle stratégie. Une stratégie, disons, beaucoup plus musclée. Plus de 50, c'est le chiffre à retenir. C'est le nombre de navires suspects qui ont été coulés par les forces américaines depuis septembre 2025. On ne parle plus d'interception, mais bien de destruction. C'est un changement de doctrine qui n'est pas anodin. Et là, bien sûr, deux visions du monde s'affrontent. D'un côté, il y a la position de Washington, qui parle de légitime défense face à ce qu'il qualifie de narco-terroristes. De l'autre, de nombreux acteurs de la région et experts juridiques parlent, eux, d'exécutions extrajudiciaires menées sans preuve en violation de la souveraineté des États. Deux récits totalement opposés. Alors, avec tous ces éléments en tête, que faut-il surveiller de près dans les semaines et les mois qui viennent ? Plusieurs points clés sont observés. D'abord, bien sûr, la poursuite ou non de ces frappes militaires américaines. Ensuite, les résultats des élections au Pérou, puis en Colombie, qui pourraient vraiment rebattre les cartes. Il faudra aussi suivre les négociations, toujours très tendues, entre Mexico et Washington. Et enfin, voir si des organisations internationales comme l'ONU tentent une médiation. Tout ceci n'est bien sûr qu'un aperçu. Pour une analyse bien plus détaillée de chacun de ces enjeux, l'intégralité de notre mise à jour est disponible sur nos plateformes habituelles. Voilà pour notre point d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Pour des analyses continues et des informations à la demande, rendez-vous sur stylonews.com. Restez bien informés.